Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Ces derniers temps, nous avons parlé assez abondamment de l'histoire, surtout de l'histoire de l'islam. Quel calendrier est-il utilisé, le système de datation, début de la datation, etc. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de plus profond, c'est la philosophie de l'histoire en islam, c'est-à-dire comment les musulmans interprètent-ils l'histoire, la philosophie de l'histoire. Là, il y a un déficit épistémologique énorme parce que la matière, la science de l'histoire n'a pas été prise suffisamment au sérieux. Il y avait évidemment parmi les premiers érudits des historiens comme Ibn Kathir, Tabari. Récemment, nous avons notre Mubarak el-Mili national qui a fait des tentatives vraiment louables. Mais l'histoire, c'est-à-dire l'étude des événements et l'histoire des hommes et des civilisations n'a pas été faite suffisamment en proportion avec la grandeur de l'islam. Alors, personnellement, je conseille vivement que l'on s'intéresse aux 4 écoles principales d'interprétation de la philosophie de l'histoire, pour en tirer, au moins pour en tirer une certaine inspiration. Il y a 4 grandes écoles d'interprétation de la philosophie de l'histoire. La première, c'est celle d'Arnold Toynbee. C'est un historien britannique qui a vécu à cheval sur le 19e et 20e siècle. Il était professeur d'histoire à l'Université de Londres et il a donné naissance à la théorie de la dialectique entre le défi et l'histoire. C'est-à-dire pour lui, le moteur de l'histoire au niveau humain, c'est relever le défi. Tout ensemble humain qui est placé devant un défi, qui le relève et qui le résout, écrit l'histoire, crée l'histoire et l'écrit. Donc Arnold Toynbee a fondé sa théorie sur les cycles des civilisations. D'ailleurs, elle s'appelle la théorie des cycles civilisationnels. Pour lui, chaque civilisation, elle a un début, une genèse, une naissance, et puis une croissance, et puis un palier, et après ce palier, elle périclite, elle tombe, pour des raisons objectives. Est-ce que ceci est valable pour l'islam? Parce que la civilisation, l'islam en tant que civilisation, est quand même fondé sur des valeurs universelles, sur une révélation, sur une tradition prophétique, donc un phénomène prophétique, et surtout sur des valeurs juridiques. Ahkam al-khams. Cette civilisation est encadrée par la notion de halal, de haram, de makruh, d'interdit, donc de haram, de makruh, de mustahab, de conseiller, et de mubah. Ces 5 valeurs juridiques, ahkam al-khams, en association avec le texte coranique, donc le texte fondateur de la civilisation musulmane, des hadiths, surtout sahih du prophète alayhi salatu wa salam, sont des choses universelles qui ne sont jamais périssables, donc qui n'ont pas de péremption. Donc est-ce que la civilisation de l'islam en tant que civilisation, va-t-il obéir à ce cycle de civilisation d'Arnold Toynbee, c'est-à-dire genèse, naissance, palier et puis chute? Je ne pense pas. C'est plutôt les musulmans qui tombent, pas l'islam. Donc les musulmans doivent se recentrer pour recouvrer ces valeurs que j'ai citées et rétablir leur civilisation. C'est pas facile, c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc le plus tôt ils commenceront, le mieux. Et c'est une très bonne chose de s'inspirer d'Arnold Toynbee parce qu'il propose une étude holistique de toute l'humanité, et l'islam universel, l'université de l'islam est tout à fait adéquate, toute l'humanité, son fonctionnement,
ces mécanismes, etc. Donc il y a une mine d'instruments épistémologiques dans cette théorie cyclique d'utilisation d'Arnold Toynbee pour nous permettre aux musulmans de retrouver leur prestige passé, etc. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'islam n'a pas commencé avec le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, mais avec Adam alayhi salam. Donc c'est une continuité et c'est un défi pour les musulmans. Le jour où les musulmans relèveront de nouveau ce défi, ils réécriront l'histoire et ils rétabliront leur civilisation. Deuxième école, pour aller vite, c'est l'école matérialiste, la dialectique matérialiste de Marx, Karl Marx. Là, la dialectique matérialiste de Karl Marx, donc les idées marxiennes, pas marxistes, marxiennes, trouve que le moteur de l'histoire, c'est l'argent, la richesse, tout ce qui est matériel. Il n'y a aucune intervention, aucun rôle pour la spiritualité et tous les aspects moraux dans le sens religieux du terme. Troisième école, c'est ce qu'on appelle Madrasat Tafsir ad-Dini lit-Tarikh. Donc c'est une école, tout ça c'est des écoles britanniques, hein. Même Karl Marx a établi sa théorie, surtout dans son livre Le Capital, en Grande-Bretagne. Alors cette école d'interprétation religieuse de l'histoire, elle est aussi britannique. Pour cette école-là, tout ce qui se passe sur Terre, c'est un scénario posé par Dieu et les hommes ne sont que des acteurs qui jouent leur rôle et s'en vont. Ça, évidemment, à une certaine limite, ça pourrait séduire les musulmans, parce que les musulmans sont théocentriques, ils croient que tout vient de Allah subhanahu wa ta'ala, mais on ne peut pas l'apprendre comme ça dans sa globalité, dans sa totalité, parce qu'on va tomber directement dans le fatalisme. Quatrième et dernière école, التاريخ ليس بالتصميم. Donc التاريخ n'est pas une mise en scène divine, mais c'est chaotique, les événements n'ont aucun lien entre eux. Donc صدفة, التاريخ صدفة. L'histoire, c'est du hasard. Ils appellent ça le hasard objectif. Donc, si on s'intéressait à cette histoire d'interprétation de la philosophie de l'histoire, on trouverait beaucoup d'instruments épistémologiques pour réussir à repenser notre civilisation et à nous adapter, surtout à l'époque moderne. Parce que, bon, nous, on n'est pas moderne, mais on est contemporain. On aime plutôt la contemporanité plutôt que le modernisme. On va traiter de cette question la prochaine fois, Inch'Allah, en faisant le rapprochement entre le paradigme de l'islam et la transmodernité. Voilà, d'ici là, je vous dis Sahha ftourkoum, Sahha sahurkoum, wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.